Daniel Kablan-Duncan, reconduit au poste de Premier ministre, ce dernier avait ce matin présenté sa démission et celle de son gouvernement en Conseil des ministres. L'Harmattan a véritablement pris ses quartiers ce matin dans le district d'Abidjan. Comment affronter cette période? La réponse dans cette édition. La Corée du Nord annonce avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène, un essai nucléaire qui inquiète la communauté internationale qui multiplie les condamnations. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord en images, Daniel Kablan-Duncan reconduit au poste de Premier ministre. Ce dernier avait ce matin présenté sa démission et celle de son gouvernement en Conseil des ministres, le premier du reste au titre de l'année 2016. Cet après-midi, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un autre décret portant nomination de Daniel Kablan-Duncan comme Premier ministre. Le chef du gouvernement doit, dans les plus brefs délais, proposer sa nouvelle équipe. Je vous propose la déclaration du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 6 janvier 2016 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et à celles des membres du gouvernement. Le président de la République adresse ses félicitations et ses remerciements au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour son action à la tête du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement pour la bonne conduite des dossiers relevant de leurs départements ministériels respectifs. Le président de la République a en outre procédé à la signature d'un décret portant nomination de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, et l'a instruit de lui proposer, dans les meilleurs délais, un nouveau gouvernement. En attendant la mise en place de ce nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Fait à Abidjan le 6 janvier 2016. Je vous remercie. On va à présent s'intéresser au potager. L'activité est de plus en plus répandue. Ils sont nombreux ceux qui s'investissent dans la culture de légumes et de certains fruits, betteraves, choux et tomates. Notre équipe de reportage s'est rendue en Pouto, dans la commune de Cocody, où plusieurs hectares sont dédiés à cette activité. Le jardinage à l'usage culinaire, un secteur générateur de revenus. Un reportage signé Godefroy Okambawa, Ange Eouradé et Serge Koléa. Dabré Sibidou, mère de 7 enfants, exerce le métier de maraîcher depuis plus de 20 ans. Avec cette activité, elle subvient aux besoins de sa famille. Son champ est situé au quartier Mputo, dans la commune de Cocody. Sibidou cultive un peu de tout, des feuilles de laitue, du concombre, des épinards, des carottes blanches. L'activité est rentable. Une butte revient à 5 000 francs CFA. La récolte se fait au bout d'un mois et demi. Ce sera ce que moi en train de faire, c'est ça moi je prends pour mettre mon enfant à l'école. Oui, il gagne. C'est ça on prend pour payer millions. Si on a malade, c'est ça on prend pour soigner. Le métier de maraîcher n'est pas toujours facile. Par moments, la clientèle se fait rare. Ajoutez à cela les conditions de travail difficiles. Des fois, ça masse. Il y a des fois, ça ne masse pas. On va faire comme ça, un peu, pour gagner manger, pour gagner, payer nos maisons. Si quelqu'un est malade, un enfant est malade aussi, on prend pour soigner. Le travail là, on est chauffe, mais on ne paie pas bon même. On est trop fatigué. Le travail là, c'est dur. Dabré Sibidou, Soré Binata, des femmes dans le secteur des maraîchers, on en trouve de plus en plus. Bravant soleil et pluie pour subvenir à leurs besoins au même titre que les hommes. Le secteur est en plein essor dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan. Ils sont nombreux à faire du potager, à planter des légumes qui sont écoulés sur le marché.
En Centrafrique, l'ONU ouvre une enquête sur de nouvelles accusations d'abus sexuels. Des casques bleus de la mission de l'ONU sont accusés d'avoir violé et exploité sexuellement 4 filles mineures et d'avoir échangé des fournitures contre des faveurs sexuelles. Les victimes présumées ont été interrogées à Bangui par des enquêteurs de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces nouvelles accusations portent à 26 le nombre de cas d'abus sexuels. En Centrafrique toujours, où l'on s'acheminerait pour la présidentielle vers un duel Touadéra-Dologélé, un probable second tour prévu le 31 janvier. Les deux anciens premiers ministres Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologélé sont au coude à coude. Le taux de participation enregistré est de 72% à ce stade. En bref, toujours en Gambie, les femmes fonctionnaires porteront désormais le voile aux heures de service. Le gouvernement gambien vient de publier un décret à cet effet. La note de service indique que tout le personnel féminin au sein des ministères n'est plus autorisé à exposer les cheveux pendant les heures ouvrables. Le décret intervient moins d'un mois après la déclaration qui fait de la Gambie une république islamique. La Corée du Nord annonce avoir réussi son premier essai de bombe à hydrogène. La bombe à hydrogène, appelée encore bombe thermonucléaire, est bien plus puissante que la bombe atomique ordinaire. C'est un essai nucléaire qui inquiète la communauté internationale qui multiplie les condamnations. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tient à New York, longtemps vers de nouvelles sanctions internationales. Washington promet une réponse, Séoul condamne fortement. La communauté internationale dans son ensemble est choquée. La Corée du Nord a annoncé avoir fait exploser avec succès une bombe à hydrogène, aussi appelée bombe thermonucléaire. S'il était confirmé, il s'agirait du 4e test nucléaire mené depuis 2006 par Pyongyang. La Corée du Sud et le Japon voisin dénoncent une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, imitée par Londres et Paris. La Corée du Nord a ignoré une série de résolutions des Nations Unies et les avertissements répétés de la communauté internationale en menant son 4e essai nucléaire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une grave provocation pour notre sécurité nationale, c'est aussi une menace à la survie de notre peuple dans le futur. De plus, c'est un défi pour la paix et la sécurité mondiale. La Corée du Nord a encore une fois effectué un essai nucléaire. Notre gouvernement s'y oppose fermement. Mettre en œuvre la dénucléarisation de la péninsule, éviter la prolifération nucléaire et sauvegarder la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est est la position ferme de la Chine. Le gouvernement chinois s'oppose à cet essai nucléaire. Nous convoquerons la Corée du Nord et nous émettrons des protestations solennelles devant eux. L'annonce nord-coréenne de la réussite d'un essai nucléaire est une grave menace pour la sécurité nationale et pour la stabilité de la région et de la communauté internationale. Nous voulons intensifier la coopération nippo-américaine, mais aussi celle avec la Corée du Sud et l'ensemble des pays concernés. Le Conseil de sécurité a décidé de se réunir d'urgence à New York ce mercredi. Le président des États-Unis a évoqué hier mardi la question du port d'armes. Le président américain envisage par décret des contrôles plus stricts, y compris des vérifications d'antécédents sur les acheteurs. Barack Obama qui invite le Congrès à agir malgré sa farouche opposition à une nouvelle loi sur les armes. Barack Obama a décidé à passer à l'offensive sur la réduction des armes à feu aux États-Unis. Devant l'opposition du Congrès, le président américain va passer par décret des mesures pour limiter les achats d'armes, avec notamment la vérification des antécédents psychiatriques des acheteurs. Barack Obama ému aux larmes à l'évocation des enfants morts à l'école Sandy Hook en 2013. Porter une arme aux États-Unis, c'est légal, c'est même inscrit dans la Constitution. Cela fait partie des 10 amendements passés le 15 décembre 1791. Explication à travers cette vidéographie. Ancré profondément dans la culture américaine, le droit de porter une arme est inscrit dans le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. Un tiers des foyers américains possèdent une arme à feu. Il y aurait entre 270 et 310 millions d'armes dans tout le pays, en moyenne une par habitant, un record mondial. Quelques 30 000 personnes trouvent la mort par arme à feu aux États-Unis chaque année.
Des fusillades dans des lieux publics viennent régulièrement endeuiller le pays, relançant le débat sur la régulation des armes. Chaque État américain a sa propre législation sur les armes, mais elle ne s'impose qu'aux armuriers. Les ventes entre particuliers, qui représenteraient 40% des transactions, ne sont pas réglementées. Avant de quitter le pouvoir, le président Barack Obama a décidé de court-circuiter le Congrès pour mieux encadrer l'utilisation des armes et lutter contre la violence par les armes. La NRA, le puissant lobby pro-armes, s'y oppose farouchement au nom du port d'armes autorisé par la Constitution américaine. Un an après l'attentat contre le supermarché Hyper Cacher en France, on s'intéresse ce soir à un homme, Lassana Bathily. Le jeune Malien avait caché des otages d'Amédi Koulibaly dans une chambre froide du magasin. Il a même aidé la police. Sans papier, vivant en France depuis 2006, le jeune homme, en l'espace de quelques mois, a obtenu la nationalité française. Il a rencontré François Hollande, Barack Obama et a beaucoup voyagé. Il travaille désormais à la mairie de Paris et il vient de publier un livre. Depuis quelques jours, Lassana Bathily enchaîne les interviews pour la promotion de son livre sur la sanglante prise d'otage de l'Hyper Cacher. C'était il y a un an. Ce vendredi 9 janvier 2015, Lassana, manutentionnaire du magasin, cache des clients dans cette chambre froide au sous-sol de l'Hyper Cacher. Un geste qui, dès le lendemain du drame, fait de lui un héros national. Au lendemain, je vois les réseaux sociaux, journal, radio, tout le monde parle de moi. Lassana Bathily, il a fait quelque chose d'extraordinaire et c'est un héros. Des jours après, j'ai dit non, moi je ne suis pas un héros, j'ai fait quelque chose qu'il fallait. Je ne suis pas un héros, le titre de son livre. Depuis janvier, tout s'est enchaîné. Sa naturalisation d'abord, lui, l'ex-sans-papier malien, puis son retour auréolé de gloire au Mali. Il en était parti à 16 ans pour tenter sa chance à Paris. Et voilà que le 13 novembre, la mort frappe à nouveau près de lui. Lassana Bathily habite à quelques mètres seulement du Bataclan. Franchement, j'étais pas loin. J'étais presque 500 mètres, même pas, non, 300 mètres des lieux d'attaque. Je vois tout le monde qui courait, ils disent courir, c'est une attaque. Moi, je n'ai pas compris. Après, j'ai couru avec tout le monde. J'étais coincé sur le quartier jusqu'à 5 heures, je ne pourrais pas rentrer chez moi. La semaine suivante, c'est l'hôtel de Bamako où il a séjourné quelques mois auparavant qui est attaqué. Lassana tente malgré tout de garder la tête froide. Dans mon esprit, il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Il n'y a pas d'autre. C'est pas qui peut me tuer. Si Dieu décidera aujourd'hui que je vais mourir, je vais mourir. C'est pas qui peut décider. Moi, je continue à vivre, je continue à faire ce que j'ai fait avant. Il faut qu'on soit solidaire, on soit resté unis. Solidaires, unis, des messages que Lassana veut faire passer aux plus jeunes. Aujourd'hui employé à la mairie de Paris, il rêve de devenir éducateur. Et pour terminer en images, vent sec et glacial, chargé de poussière, l'harmattan a véritablement pris ses quartiers dans le district d'Abidjan. Depuis ce matin, il se fait plus rude. Selon les experts, ce phénomène va durer 3 jours. Cette période est propice aux affections respiratoires. Il faudra donc faire très attention et surtout bien se couvrir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.